Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo donc thématique Formule 1. Alors une vidéo donc un petit peu hors sujet puisqu'il s'agit d'une vidéo donc qui va traiter de la mi-saison, de voir comment s'est passée la première partie de saison, avec trois thèmes notamment. Donc alors on va faire un premier bilan comparatif donc par équipe avec les pilotes également. Ensuite, nous allons comparer l'écart qu'il y a entre les coéquipiers de chaque équipe pour voir quelles sont les équipes les plus régulières, avec des coéquipiers qui se valent, et des équipes qui, au contraire, ont un pilote qui est beaucoup plus performant que l'autre. Ensuite, nous allons faire donc les tops et les flops de cette première partie de saison, donc le top-flop de mi-saison, pilote et équipe. Et enfin, nous allons jeter un petit coup d'œil sur les transferts, puisque la mi-saison est généralement la période où ça s'agite un petit peu sur le marché des transferts. Il y a des rumeurs, parfois persistantes, parfois officielles, de tel ou tel pilote qui part dans telle ou telle écurie, ou tel pilote qui quitte la Formule 1. Alors nous commençons donc tout de suite le bilan équipe par équipe avec leurs pilotes. Donc on commence évidemment par la Marussia. Alors la Marussia est 10ème du championnat pour l'instant, donc n'a marqué aucun point, est égalité donc en nombre de points avec la Caterham, mais est devant la Caterham grâce à une 13ème place donc en Malaisie de Bianchi, qui permet tout simplement à Marussia de passer devant à la position, puisque le meilleur résultat de Caterham c'est une 14ème place de pique en Malaisie et de Vandergaard en Hongrie. Donc Marussia est 10ème, aucun point, 2 abandons. Meilleur résultat, donc je l'ai dit, c'est 13ème en Malaisie pour Bianchi. Alors côté pilote maintenant, Chilton est 21ème du championnat. Il n'a aucun abandon pour l'instant. Son meilleur résultat, c'est une 14ème place à Monaco. Alors, je vous ai dit qu'il n'a abandonné aucune fois, Max Chilton. Alors, il faut savoir que, petite statistique que je vous donne, seul pour l'instant, Chilton, donc Button, Raikkonen et Hamilton, rien que ça, n'ont jamais abandonné une seule course depuis le début de la saison. Ça signifie quoi? Ça signifie que le début de saison de Max Chilton, bon, même s'il est largement dominé par son coéquipier Jules Bianchi, n'en reste pas moins un début assez solide, puisque je vous rappelle que son meilleur résultat c'est quand même une 14ème place à Monaco. Bianchi a été 13ème en Malaisie, c'est jamais qu'une place de différence. Donc Chilton a été quand même un pilote très très solide, dans la mesure où ce qu'on demande à un débutant, surtout dans une écurie comme ça, c'est surtout de ramener la voiture, d'essayer de faire mieux que son coéquipier bien sûr, mais ça c'est pas possible pour Chilton. Bianchi, je pense, a les pleins pouvoirs chez Marussia. Chilton, lui, n'a pour ce objectif que de ramener la machine à chaque Grand Prix, et c'est ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent. Donc mention plutôt pas mal pour Chilton quand même. Jules Bianchi, donc il s'agit quand même d'une des révélations de ce début de saison. Jules Bianchi donc est 19ème du championnat. Il est devant donc son coéquipier et les deux pilotes Caterham au championnat, donc ça c'est très très bien, grâce à sa 13ème place en Malaisie, et il a abandonné 2 fois. Alors l'objectif pour Marussia maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va être simplement, ils n'ont pas le choix, de tenir la 10ème place. Un objectif qui serait extraordinaire, mais qui je ne pense pas arrivera, enfin sauf circonstances très atténuantes, ce serait de marquer un point, au moins un point, mais pour ça il faudrait que ce soit une course à rebondissement. Et alors, ne serait-ce que la 10ème place pour Marussia, c'est leur objectif de toute façon. On passe maintenant à Caterham. Caterham donc est la 11ème et dernière équipe du championnat pour l'instant constructeur, aucun point, 3 abandons, une meilleure 14ème place donc de pique en Malaisie et de Vandergaard en Hongrie. Alors, les pilotes, Vandergaard, donc pour l'instant, pour moi, est le dernier du championnat. Il a abandonné 2 fois. Il a terminé 14ème en Hongrie. Et il faut savoir, donc, puisqu'on parle des petites anecdotes comme ça, donc j'en ai une sur Vandergaard, mais vous l'avez certainement remarqué si vous avez suivi assidûment la saison, Vandergaard est le seul pilote des 2 dernières voitures, donc Marussia et Caterham, à avoir hissé en Q2 sa voiture. C'était au Grand Prix de Monaco. Il a terminé 15ème, très très belle performance, donc il est passé en Q2, je dirais quasiment à la régulière, puisqu'il y avait effectivement 2 pilotes qui étaient rétrogradés en fond de ligne, mais il est quand même passé devant 2 autres pilotes pour passer en Q2, donc ça c'est quand même énorme de la part de Vandergaard. Alors ensuite, Pic, lui, est 20ème du championnat, il a un abandon, et sa meilleure place, c'est une 14ème place en Malaisie. Voilà. Alors l'objectif des Caterham, ça va être tout simplement de prendre la 10ème place, et de se rapprocher le plus possible de Williams, parce qu'on sait que la Caterham est plus forte que la Marussia à l'heure actuelle en performance pure. Une 12ème place suffit pour l'instant à Caterham pour reprendre la 10ème place Marussia. C'est leur objectif, il n'y en a pas d'autre.
Toro Rosso maintenant. Alors Toro Rosso est la 7ème meilleure équipe du championnat pour l'instant avec 24 points. Ils sont rentrés 6 fois dans le top 10. Ils ont abandonné 6 fois également. Et la meilleure position d'une Toro Rosso pour l'instant, c'est la 6ème place de Vergne au Canada. Alors, Daniel Ricciardo, donc pour l'instant est 14ème du championnat avec 11 points. Il est rentré 3 fois dans le top 10, il a abandonné 2 fois, et son meilleur résultat c'est une 7ème position en Chine. Jean-Éric Vergne, 13ème devant son coéquipier, avec 13 points, 3 top 10 également, et son meilleur résultat c'est une 6ème place au Canada. Alors puisqu'on parle de Toro Rosso très rapidement, donc on dit que Ricciardo convoite le baquet de Weber pour Red Bull la saison prochaine. Je reparlerai de la section transfert tout à l'heure, mais toujours est-il que pour l'instant Vergne, mine de rien, statistiquement parlant, m'a l'air meilleur que Ricciardo. L'objectif des Toro Rosso, c'est tout simplement de faire un top 5 cette saison, puisqu'ils sont 7ème, ils sont très loin derrière les McLaren qui sont 6ème en termes de performance pure pour les dépasser. Par contre, ils sont largement devant les Sauber et les Williams, également en termes de performance pure. Ils ont 24 points quand Sauber en a 7 et Williams en a 1. Donc la 7ème place me semble acquise pour les Toro Rosso. Excusez-moi. Et donc, ça va être l'objectif de faire un top 5, de rentrer dans le top 5 au moins une fois. Les Williams. Alors les Williams pour l'instant sont 9ème du championnat, donc avec un petit point. Donc une rentrée dans le top 10, une 10ème place de Maldonado en Hongrie, 4 abandons. Alors Bottas, 17ème du championnat, il n'a pas marqué un seul point, il a abandonné une fois, il a terminé son meilleur résultat 11ème en Malaisie. Maldonado, donc lui est pour l'instant 16ème du championnat avec 1 point. Il est rentré une fois dans le top 10, c'était en Hongrie lors de la dernière course où il a réussi miraculeusement à mettre sa Williams dans les points. Et lui, par contre, il a abandonné 3 fois. Williams, c'est clairement une déception de ce début de saison, puisqu'on l'attendait évidemment pas à ce niveau-là. L'an passé, je rappelle simplement que Maldonado avait remporté ne serait-ce que le Grand Prix d'Espagne, et qu'ils avaient déjà au moins 25 points à mi-saison, du coup. Bon, je dis ça, je dis rien. L'objectif des Williams, c'est tout simplement de se rapprocher un petit peu en termes de performance pure, surtout en course des Toro Rosso, et surtout de rester devant Sauber, puisqu'ils sont... et de passer devant Sauber. Ils sont 9ème, Sauber est 8ème, il y a 6 points d'écart. Je pense que maintenant il va y avoir une lutte entre Williams et Sauber pour la 8ème place. De là à dire que la 7ème place des Toro Rosso est accessible, faut voir, je ne le crois pas, mais rappelez-vous simplement la saison, c'était en 1998, où Jordan à mi-saison n'avait pas un seul point, et qu'ils ont terminé 4ème du championnat, notamment avec un magnifique doublé en Belgique, on s'en rappelle, de Damon Hill et de Ralf Schumacher, complété, je le rappelle, par Jean Alesi, petit coucou au tricolore. Alors ensuite, Force India. Alors Force India est la 5ème force du championnat, 59 points, 2 fois rentré dans le top 5, 11 fois dans le top 10, 4 abandons, et la meilleure performance, c'est une 4ème place de Di Resta, on s'en rappelle à Bahreïn, où il s'est fait décrocher de son podium au dernier moment par Grosjean. Alors Sutil est 11ème du championnat pour l'instant avec 23 points, il est rentré une fois dans le top 5, c'était à Monaco, il a terminé 5ème, 4 top 10, 3 abandons, et Di Resta donc est 10ème du championnat avec 36 points, une fois dans le top 5 c'était à Bahreïn et il était 4ème, 7 top 10, un abandon. Force India, c'est peu de le dire, est une des magnifiques surprises de ce début de saison, puisqu'ils sont 5ème, devant McLaren quand même, mais attention très loin derrière les 4 écuries de tête que sont Red Bull, Mercedes, Ferrari et Lotus. Donc là, l'objectif de Force India, c'est surtout de garder sa 5ème place, et pourquoi pas, si les circonstances le permettent, de viser un podium, ce qui serait génial pour cette équipe qui me plaît beaucoup cette année. La Sauber. Alors la Sauber, une autre déception de la saison, elle est 8ème du championnat avec seulement 7 points, 4 fois rentrée dans le top 10, 5 abandons, meilleure performance c'est Hülkenberg, 8ème place en Malaisie. Donc voilà, c'est une des grosses déceptions quand on pense la saison passée qui a été faite avec Perez et Kobayashi. Là, cette année, c'est vraiment pas top, mais on sait que Sauber est en difficulté financière. Apparemment, il y a des Russes qui injectent un petit peu d'argent, donc pourquoi pas une embellie dans cette deuxième partie de saison, comme Williams, c'est possible de rêver. Alors Gutiérrez, 18ème du championnat, pas un seul point marqué, c'est une énorme déception, Gutiérrez, on l'attendait également. Gutiérrez s'est fait... sur toutes ses courses, dominé en qualification par son coéquipier, et en course d'ailleurs aussi à la régulière, c'est son coéquipier qui est devant, mais voilà. 3 abandons, sa meilleure place c'est une 11ème place en Espagne, avec tout de même, entre guillemets, le meilleur tour en course,
ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Et Hülkenberg donc est 15ème du championnat, 7 points. Il est rentré 4 fois dans le top 10, c'est lui qui a marqué tous les points. Il a abandonné 2 fois et sa meilleure place, je le rappelle, c'est 8ème en Malaisie. Donc l'objectif de la Sauber, ça va être bien de rentrer une fois dans le top 5. Pourquoi pas, c'est possible, hein, si vraiment il y a des circonstances énormes. Et c'est de se rapprocher également des Toro Rosso. C'est un peu les mêmes objectifs qu'à Williams finalement. Sauf que le top 5 me paraît peut-être un peu plus accessible. Et accessoirement de garder sa 8ème place des constructeurs, de ne pas se faire repasser par Williams en quelque sorte. Mercedes. Alors Mercedes, c'est l'équipe qui est 2ème du championnat. 208 points, 3 victoires, 7 pole positions, 6 podiums, 13 top 5, 16 top 10, 3 abandons. Donc rien que ça. Mercedes est une équipe effectivement qui, durant cette deuxième... à partir du Grand Prix de Monaco, qui a commencé vraiment à se révéler. Alors Rosberg. Rosberg est 6ème du championnat, 84 points, 2 victoires, 3 pôles, 2 podiums, 4 top 5, 7 top 10, 3 abandons. Donc Nico Rosberg est en quelque sorte celui qui a initié le mouvement de marche en avant des Mercedes, à partir du Grand Prix de Monaco et au Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec donc 3 pole positions quasiment consécutives. Et Hamilton, donc 4ème, 124 points, donc une victoire, 4 pole positions, 4 podiums, 9 top 5 et 9 top 10. Ça signifie quoi? Ça signifie que toutes ces courses, sauf une seule où il a abandonné, il les a terminées dans le top 5. Et dans les points d'ailleurs. Donc dans les points. Alors l'objectif de Mercedes, ça va être de se battre tout simplement maintenant pour le titre. Et pour le championnat pilote, avec Hamilton évidemment, hein, Rosberg je pense plus qu'il soit en course pour ce type de championnat. Mais ils vont se battre pour le titre, constructeur, si et seulement si la voiture a amélioré son problème de gestion des pneus, ce qui a été le cas parfaitement en Hongrie. Si la Mercedes fait les mêmes courses qu'en Hongrie, Mercedes peut, je pense, remporter les 2 championnats. Lotus. Alors la Lotus c'est la 4ème meilleure voiture du championnat, 183 points, une victoire, 8 podiums, 9 top 5, 16 top 10, 3 abandons. Alors Lotus, Lotus c'est Raikkonen, hein, cette année on l'a vu, Raikkonen domine largement son coéquipier Grosjean. Si Raikkonen n'était pas là, Lotus serait peut-être au niveau des Force India, enfin peut-être pas non plus, mais pas loin devant les Force India et les McLaren. Là en l'occurrence, il y a Raikkonen, l'équipe est beaucoup plus forte qu'auparavant, même beaucoup plus forte que l'année précédente hein, d'ailleurs. On sait que Raikkonen jouait le titre l'année précédente jusqu'à quasiment à la fin. Là il est vraiment en lutte pour le titre, c'est la 2ème force puisque Raikkonen est 2ème du championnat, 134 points, une victoire, la victoire d'inauguration en Australie. Il a fait 6 podiums, 7 top 5 et 10 top 10. Anecdote encore une fois, puisqu'on a les statistiques, Raikkonen est le seul pilote de Formule 1 cette année à avoir enchaîné 10 places dans les points, tout simplement. Il n'a pas abandonné une seule fois, ça c'était comme Chilton, Button et Hamilton, mais en plus de ça, il a toujours terminé ses courses dans les points. C'est le seul à l'avoir fait cette saison. Donc Raikkonen, là franchement, est un pilote exceptionnel, tout du moins pour Lotus. Cette saison, il est en train de montrer quelque chose d'énorme. Romain Grosjean, quant à lui, il est 8ème du championnat, 49 points, 2 podiums, tout de même, 2 top 5, 6 top 10, 3 abandons, et son meilleur résultat, c'est une 3ème place à Bahreïn et en Allemagne. Il n'a pas pu faire mieux que 3ème, mais c'est vrai que lors de ces 2 courses de Bahreïn et Allemagne, il a été obligé de céder sa place à Raikkonen, qui allait plus vite à Bahreïn, et par contre pour le championnat en Allemagne. Donc Lotus est une excellente surprise de ce début de saison, et l'objectif de Lotus, c'est Eric Boulier lui-même qui l'a dit, ce serait de passer à la 3ème position du championnat du monde des constructeurs, hein, donc devant Ferrari. Lotus est pour l'instant meilleur que Ferrari en termes de performance pure, hein, et là encore, il faudrait que Lotus améliore son problème de gestion des pneus par température plus fraîche, hein, voir s'ils peuvent tenir le rythme des Red Bull comme ils l'ont fait, des Mercedes également, et des Ferrari. L'objectif également de Lotus, ça va être de mettre Raikkonen champion du monde avec la Lotus. Il en a largement les possibilités. Il a quand même fait 6 podiums, Raikkonen, c'est énorme. Beaucoup de 2ème place. Il n'a jamais terminé 3ème, je crois d'ailleurs. Il a fait une victoire et 5 2ème places. Ou une 3ème place, je ne me rappelle plus. Il me semble, il a fait beaucoup de 2ème place en tout cas. Ça va être l'objectif de Lotus. McLaren, énorme déception de ce début de saison. La plus grosse déception de ce début de saison. 6ème du championnat seulement.
57 points. Ils ne sont rentrés qu'une seule fois dans le top 5 avec Button en Chine, et c'était une 5e place. 12 top 10, un abandon. Alors, faut savoir quand même que Button, McLaren n'a eu qu'un seul abandon. C'est la voiture la plus fiable du plateau. Et Button a terminé toutes ses courses, tout court. Alors, Pérez, on va arriver sur Pérez. Il est 12e du championnat, 18 points, 5 top 10. Il n'est jamais rentré dans le top 5. Un abandon et sa meilleure place, c'est 6e à Bahreïn. Alors Pérez, on l'a vu, c'est, je pense, pour McLaren et peut-être dans le futur, s'ils arrivent à s'adapter à la voiture et si la voiture est plus performante, c'est un excellent duo de pilotes. Pérez, au début, effectivement, il nous faisait un petit peu peur avec ses dépassements, un petit peu... Enfin, Pérez, c'est le sang chaud, quoi. C'est le latin de base. Un petit peu comme Montoya, Maldonado et compagnie. Comme les pilotes sud-américains. Pérez est un pilote, effectivement, qui est très friand de dépassements un petit peu osés. Pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs, ça je dois bien préciser que Pérez nous régale à chaque fois qu'il essaie de dépasser quelqu'un, même si parfois on se fait un petit peu peur pour lui et pour celui qui dépasse. Mais il a réussi à canaliser ça, à faire des dépassements beaucoup plus propres. Il a sa place chez McLaren, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, même s'il se fait dominer par Button en termes de points. Parce que Button est 9e du championnat, il a 39 points. Il est rentré dans le top 5, donc on l'a dit, c'était à Bahreïn, 5e. Non, en Chine, pas Bahreïn, qu'est-ce que je raconte. Il a fait donc 7 top 10 également. Et Button, bon, pour moi, c'est l'expérience, tandis que Pérez, c'est la fougue. Button, c'est un pilote que j'apprécie énormément, puisque c'est un pilote qui est capable à lui seul d'amener un podium à cette équipe de McLaren cette année, en conservant bien ses pneus, et si les circonstances de course le permettent. Il suffit qu'il y ait circonstances de course, un double abandon sur accrochage aux avant-postes, Button est 5ème, il passe sur le podium, c'est parfait. Donc l'objectif de McLaren, alors là l'objectif c'est très simple, ils en ont qu'un seul, même deux à la limite. Déjà c'est de repasser devant Force India pour la 5ème position. Sur les deux dernières courses, les McLaren étaient meilleurs que les Force India, donc là c'est à elles de confirmer qu'elles peuvent reprendre le top 5 du championnat du monde des constructeurs. Il y a 2 points d'écart entre les deux. C'est 59 points pour Force India, 57 pour McLaren, c'est ça. Et du coup, McLaren, pourquoi pas, vise un petit podium aussi, ce serait exceptionnel cette année. C'est incroyable, mais ce serait exceptionnel cette année pour cette équipe. Ferrari. Alors Ferrari est la 3ème force du championnat, 194 points, 2 victoires d'Alonso, 6 podiums quasiment d'Alonso, 10 top 5 quasiment que d'Alonso, et 16 top 10, 3 abandons. Alors je parle d'Alonso. Alors Ferrari est une déception sur la fin de cette première partie de saison. Au début de la saison, en Australie, Malaisie, Chine et surtout en Espagne, la Ferrari a prouvé qu'elle avait gommé le problème qu'elle avait l'an passé, c'est-à-dire de se rapprocher en qualification dès le début de la saison, pour ensuite faire une fin de saison meilleure. Là effectivement, au début de la saison, ils étaient proches, c'était aux avant-postes. Alonso remporte 2 courses en Chine et en Espagne. Massa fait son premier podium de la saison en Espagne. Massa au début de la saison était aussi rapide que son coéquipier Alonso, sauf que voilà, maintenant la Ferrari m'a l'air de moins en moins bonne, a confirmé sur la deuxième partie de saison, mais je vois mal Ferrari se battre pour le classement des constructeurs. Alors, Massa, 7ème du championnat, 61 points, un podium, 3 top 5, 7 top 10, 2 abandons et sa meilleure place, une 3ème place en Espagne. Felipe Massa est pour moi le pilote qui m'a le plus déçu cette saison, tout simplement. Voilà, parce qu'effectivement, on pensait qu'il était plus fort, et ça n'a jamais été le cas. Alonso, par contre, est un pilote qui me plaît énormément tout le temps, toutes les années il me plaît. Alors, on a beau dire ce qu'on veut sur les grands pilotes que sont Alonso, Raikkonen ou Vettel, ou même Hamilton. Pour moi, Alonso reste un des pilotes les meilleurs du plateau, tout simplement. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Il est dans le top du top des pilotes. Donc il est 3ème, 133 points, 2 victoires de Ferrari, 5 podiums, 7 top 5, 9 top 10, un abandon, et donc sa victoire en Espagne. En Espagne et en Chine. Alors pour Ferrari, l'objectif, c'est simple, c'est déjà, si la voiture s'améliore, d'essayer de mettre Alonso champion du monde. Ce serait son 3ème titre, qui court enfin. Il court pour ça avec Ferrari d'ailleurs.
Massa, il faut absolument qu'il s'améliore. Si les deux conditions sont réunies, si Ferrari s'améliore et que Massa s'améliore, Ferrari pourrait éventuellement, je mets ça au conditionnel, viser le titre constructeur. Mais ça me paraît quand même assez compromis, vu la forme de Massa déjà, et vu les performances de la Ferrari au fur et à mesure, même d'Alonso. Donc, wait and see. En tout cas, ce qui peut être pas mal, ce serait une autre victoire d'Alonso ou de Massa, peu importe. Comme objectif, c'est déjà pas mal. Red Bull ensuite. Red Bull, bon, bah, c'est l'équipe championne du monde en titre pilote et constructeur. C'est l'équipe qui est également championne en titre pilote et constructeur à l'heure actuelle, c'est-à-dire à mi-saison, virtuellement, puisqu'elle est première du championnat, 277 points, très loin devant les autres. 4 victoires, 3 pole positions, 10 podiums, 15 top 5, 18 top 10 et 2 abandons. Donc la Red Bull tient son rang sans aucun problème, hein. C'est une voiture qui est performante cette année. Alors il y a eu effectivement la saison 2011 où ils étaient parfaitement imbattables. Là cette année, la Red Bull on a vu est battable, hein, puisqu'elle n'a pas remporté toutes les courses, 4 victoires seulement sur les 10 courses. Mais c'est pas non plus la saison précédente où Red Bull était assez mal parti et qu'ils ont ensuite renversé la vapeur complètement en deuxième partie de saison. Je ne sais pas ce que réserve la deuxième partie de saison, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui commencent à émerger de plus en plus, comme la Lotus ou la Mercedes. Red Bull devra donc se battre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison, pour conserver les 2 titres champion du monde, pilote et constructeur avec Vettel, hein, ça c'est sûr. C'est leur objectif, et ça, bon, c'est pas compliqué de toute façon à concevoir. Alors, Mark Webber qui a annoncé sa retraite, 5ème du championnat, 105 points, 3 podiums, 6 top 5, 9 top 10, un abandon, et il a terminé comme meilleur résultat 2ème en Malaisie et en Grande-Bretagne. Alors Mark Webber a finalement toutes ses courses sauf une, il les a terminées dans les points. C'était là où il a abandonné justement. Le podium de la Malaisie, sa 2ème place en Malaisie est très controversé puisqu'à la base il y a eu un arrangement passé entre l'écurie et les pilotes Red Bull, que c'était Webber qui devait gagner la course et pas Vettel. Vettel a enfreint le règlement de l'équipe, après nous ça nous est complètement égal en tant que spectateur. Et Webber du coup, je crois que ça lui a donné un tel coup au moral que trahi par son propre coéquipier, c'est pas la première fois, trahi par sa propre équipe aussi. C'est très très dur. L'équipe aurait pu dire à Vettel, on avait passé un accord avec Marc, tu le relaisses passer maintenant. Non, ça n'a pas été fait, donc finalement, je pense qu'effectivement pour Webber, c'est le meilleur moment pour lui pour prendre sa retraite. Quant à Sébastien Vettel, premier, 172 points. À part cet épisode de la Malaisie, il a remporté quand même 3 autres courses, totalement à la régulière, avec 3 pole positions, 7 podiums, 9 top 5, 9 top 10 et un abandon. C'est-à-dire que toutes les courses de Vettel, exactement comme Hamilton, se sont terminées dans le top 5, même dans le top 4, toutes, sauf une où il a abandonné. Donc Sébastien Vettel, que dire sur lui, c'est un pilote très très doué. Et comme j'ai dit, donc l'objectif de Red Bull, ça va être de conserver son titre pilote et constructeur. Et permettre à Sébastien Vettel d'égaler le record de victoire au championnat du monde d'Alain Prost, c'est-à-dire 4 titres. Voilà, tout simplement. Alors donc maintenant, on va faire un petit point vite fait sur qui c'est qui a le plus de victoires. Donc pilote c'est Vettel, écurie c'est Red Bull, 4 chacun. Les 4 victoires de Vettel, c'était les 4 victoires de Red Bull. Les pilotes et équipes qui ont signé le plus de pôles. Mercedes pour l'équipe, 7 pôles. Et Hamilton comme pilote, 4 pôles. Vous voyez, Mercedes, ça juge les pôles positions, c'est donc la voiture la plus rapide sur un tour. Tandis que Vettel et Red Bull sont les pilotes peut-être qui gèrent le mieux les pneus. Podium, Red Bull et Vettel, encore une fois. Red Bull 10 podiums, Vettel 7. Top 5, alors le top 5, c'est Red Bull, 15 top 5. Et en pilote, il y a une égalité entre Vettel et Hamilton avec 9 chacun. Vettel et Hamilton sont donc les pilotes qui sont rentrés le plus de fois dans le top 5, 9 fois, et c'est naturellement pour ça qu'on les retrouve aux avant-postes. Top 10, alors le plus grand nombre de top 10 pour une écurie c'est Red Bull avec 18, 18 rentrés donc dans les points, et pilote c'est Raikkonen, puisque Raikkonen n'a jamais été hors des points cette saison, il n'a jamais abandonné non plus, donc c'est Raikkonen avec 10 top 10 pour 10 courses quoi. Alors, le moins d'abandon. Les voitures les plus fiables, ce sont les McLaren. Un seul abandon à signaler, Perez, une seule fois. Les pilotes les plus fiables, c'est-à-dire qui n'ont jamais abandonné, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Chilton, Button, Raikkonen et Hamilton. A contrario, l'équipe qui a le plus abandonné
c'est aussi une équipe qui a son pilote dans le dedans. L'écurie qui a le plus abandonné, c'est Toro Rosso. Et Vergne est le pilote qui a le plus abandonné. Toro Rosso, c'est 6 fois, Vergne, 4 fois. Donc voilà, nous avons fait un petit tour comparatif équipe par équipe. Nous allons donc maintenant passer au classement, les écarts entre les coéquipiers. Alors, on va commencer donc par les équipes qui ont les deux pilotes les plus complémentaires, entre guillemets, deux pilotes qui sont à peu près équivalents en termes de performance. Voilà, je cherchais le mot. Et tout d'abord, nous avons Toro Rosso. Alors, pourquoi Toro Rosso d'abord? Donc, Toro Rosso Ricciardo mène 6-5, c'est justement pour ça. Ricciardo, pour moi, c'est le pilote, enfin, au début de la saison, c'était le pilote numéro 2 chez Toro Rosso, derrière Vergne, puisque l'an passé, Vergne a fait une meilleure saison que Ricciardo. À peu de choses près, mais pour moi, Vergne était meilleur que Ricciardo l'an passé. Cette année, c'est le contraire. C'est Ricciardo qui a été légèrement meilleur que Vergne, mais vraiment pour pas grand-chose, encore une fois. Les deux pilotes sont extrêmement complémentaires. On l'a vu la saison passée, on le revoit cette saison. Même si Ricciardo est passé en Q3 plusieurs fois par rapport à Vergne, il s'avère que Vergne, parfois en course, fait des bien meilleures courses que Ricciardo. Et d'ailleurs, le meilleur résultat, ça a été Vergne. 6ème, au Canada, pardon. Ensuite, nous avons les Williams. Alors les Williams, Maldonado domine d'un cheveu son coéquipier Bottas. Bottas, c'est vrai, il fait pas un début de saison super. On attendait mieux de lui. Mais il s'avère que Bottas, sur la première partie de la saison, a été quasiment aussi fort que Maldonado. D'ailleurs, les performances sont assez proches. Ensuite, nous avons deux équipes. Nous avons Force India et McLaren. Alors chez Force India, Di Resta est devant Sutil, et chez McLaren, Button est devant Perez. Donc 7 manches à 4 pour les deux. A savoir que chez Force India, donc, Di Resta finalement s'est imposé en quelque sorte comme le meilleur pilote de cette équipe. Et chez McLaren, c'est pareil, c'est tout au long de la saison, ça n'a pas été facile tout le temps, mais Button s'impose maintenant un peu plus régulièrement, meilleur que Perez. Ça n'a pas été simple, Perez a montré du fil à retordre à Button, ou plutôt il a hissé son niveau au niveau de Button au fur et à mesure de la saison, il y a eu un temps d'adaptation, mais finalement Perez est quasiment dans les temps de Button, parfois meilleur en qualification comme en Hongrie, il est passé en Q3 tandis que Button était en Q2, mais bon, voilà. Button est meilleur que Perez de toute façon sur l'ensemble de la saison. Ensuite, nous avons Mercedes. Mercedes, il y a 8 manches à 4. Pour Hamilton, évidemment, face à Rosberg. C'est pas étonnant quand on sait qu'Hamilton, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes cette saison. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Rosberg a été... ça fait 3 ou 4 ans, je crois, qu'il est chez Mercedes, Rosberg. Ça fait la 4e année, puisqu'il avait fait son retour avec Schumacher et tout. Il connaît bien la maison, et pourtant Hamilton, que c'est sa première saison chez Mercedes, il s'adapte, il arrive, il s'adapte, nickel, il signe des podiums, une victoire en Hongrie. Donc pour moi, franchement, c'est excellent ce que fait Hamilton chez Mercedes, sans toutefois minimiser ce que Rosberg a fait aussi. Je rappelle que Rosberg a remporté 2 courses avec Mercedes, mais il est derrière son coéquipier. Ensuite, nous avons la Marussia et la Sauber, 8 manches à 2. Pour Marussia, Bianchi atomise Chilton, et chez Sauber, c'est Hülkenberg qui atomise Gutiérrez. Caterham, donc là c'est 9 à 2, Pic atomise Van der Garde. Ensuite nous avons les Ferrari et les Red Bull, 9 manches à 1, donc là c'est très clair, il n'y a pas eu d'égalité comme sur Caterham, sur Mercedes, Force India, Williams et Toro Rosso. Là c'est simple, Alonso chez Ferrari est le leader incontesté. À chaque fois qu'il termine une course, il la termine devant Massa. Et la seule fois où Massa a marqué un point par rapport à son coéquipier, c'est quand Alonso il a abandonné. Et chez Red Bull, c'est pareil. Vettel domine largement et outrageusement son coéquipier Weber. Et la seule fois où Weber a dominé son coéquipier, c'est quand Vettel a abandonné. C'était en Grande-Bretagne. Et enfin, Lotus. Alors là, Lotus, n'en parlons pas. Raikkonen face à Grosjean, c'est un boulevard. C'est un boulevard pour Raikkonen. Dimanche à 0. Et du coup, on est à la première moitié de la saison, il reste encore 10 Grands Prix, et là, le fait d'avoir 10-0, du coup, Grosjean, à part qu'il fasse une deuxième partie de saison où il domine son coéquipier Raikkonen, mais ça m'étonnerait, Grosjean aura été, de toute façon, toute la saison en dessous de Raikkonen. Mais ça, on le savait, Grosjean a moins de talent que Raikkonen, même s'il peut prouver parfois une pointe de vitesse un petit peu plus élevée que Raikkonen, en qualification notamment, puisque c'est l'exercice rêvé pour tester la rapidité des uns et des autres, eh bien en course, Raikkonen est beaucoup plus stable, c'est le mot, il est plus linéaire.
Raikkonen peut faire victoire 2, 2, 2, 3, 4, 5, 2, victoire, etc., etc. Quand Grosjean, lui, va faire par exemple 3, 5, 9, abandon, 13, abandon, 3, 5, 7ème place. Bon, c'est ça qu'il faudrait corriger de la part de Romain Grosjean, c'est vraiment de devenir un pilote un peu plus régulier. Donc voilà, nous avons vu donc le classement et les écarts entre les coéquipiers. Maintenant, nous allons parler des tops et des flops de cette première partie de saison. Alors, on commence par les flops. Donc, les flops équipes. En troisième position des flops, je mets Williams. En deuxième position, je mets Sauber. Et en première position, je mets McLaren. Pour les raisons que j'ai citées déjà dans le bilan comparatif d'équipe par équipe. Pour les pilotes, en troisième position, je mets Romain Grosjean. En deuxième position, je mets Gutiérrez. Et en pole position du flop, je mets Felipe Massa. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont sursauter en voyant cette première position de Massa. Mais encore une fois, je suis désolé. Je veux bien comprendre que Massa, il nous promette d'être meilleur chaque année et tout et tout. Mais là, cette année, par rapport à Alonso, c'est une catastrophe. Et je fais exactement la même remarque que, du coup, à Grosjean. Mais Grosjean, ça me gêne moins, puisque en Allemagne et en Hongrie, il était à la régulière devant Raikkonen. Et il pouvait se battre pour la victoire. Massa n'a jamais été en mesure de battre Alonso cette année. Ça n'a pas été possible, tout simplement. Nous passons maintenant au top des équipes. Alors en troisième position, je mets Red Bull. Équipe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Red Bull. Premier, Vettel. Première, Red Bull au championnat et constructeur. On est obligé d'admirer. Deuxième, Force India. Et première, Lotus. Pour les pilotes, troisième position, je mets Vettel. Deuxième position, Hamilton, pour sa faculté d'adaptation très rapide et le fait qu'il devienne comme ça dès sa première année chez Mercedes, un pilote capable de jouer le championnat. Mais on l'avait vu aussi chez McLaren quand ça a commencé en 2007. Alors, je rappelle qu'il n'a pas commencé avec n'importe qui. Il a commencé avec Fernando Alonso comme coéquipier en 2007 chez McLaren. Eh bien, c'est pareil, il s'est adapté tout de suite à l'équipe. Il a remporté des courses. Il a joué le championnat avec Alonso jusqu'au bout. Il aurait même peut-être pu gagner le championnat des constructeurs si, lors de la dernière course, ça n'avait pas été un fiasco au Brésil. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Et premier top pilote, eh bien c'est Raikkonen. Raikkonen qui est pour moi le pilote parfait de cette première partie de saison. Même s'il a eu un passage à vide de Monaco à peu près à l'Allemagne, enfin à Grande-Bretagne, on excuse Raikkonen par le fait que c'est un pilote qui est très très régulier, qu'il a gagné le Grand Prix d'Australie déjà, donc c'est pas n'importe qui, et il a remporté plusieurs deuxièmes places qui font que mathématiquement, eh bien, c'est un pilote qui est en lice encore pour le championnat. Quatrième partie maintenant de cette vidéo de mi-saison, les transferts. Alors les transferts, donc, eh bien, il n'y en a qu'un pour l'instant qui est vraiment sûr, c'est la retraite de Mark Webber à la fin de la saison. On peut le comprendre après ce qui s'est passé en Malaisie. Déjà, je me disais que c'était pas forcément une bonne idée de remettre Webber cette année chez Red Bull. Il a voulu rester, bon, voilà ce qui s'est passé, maintenant il veut prendre sa retraite. Est-ce qu'on le reverra un jour en Formule 1? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, Webber est un pilote qui est quand même assez âgé, entre guillemets, pour un pilote de Formule 1, puisqu'il a dépassé largement les 35 ans. Il est plus proche des 40 que les 35. Alors, du coup, il va y avoir un baquet vide chez Red Bull. Alors, qui pour le remplacer? C'est la grande question. Pour moi, il y a 3 prétendants, dont 2 sérieux et un qui l'est pas du tout. J'ai lu la presse comme tout le monde, je ne fais que répéter ce qui a été dit. Les 3 prétendants. Alors, le prétendant historique à pouvoir succéder à Webber chez Red Bull, c'était Verne du Ricciardo. En l'occurrence, Verne n'a pas les faveurs, n'a plus les faveurs en tout cas de Christian Horner. Et du coup, Ricciardo est en lice pour le baquet vide de la Red Bull. Avantage, Ricciardo est un pilote qui est très solide chez Toro Rosso, il fait une très belle saison. Et l'inconvénient, c'est qu'il a l'inexpérience de la Formule 1, malheureusement. Je pense que pour compléter Vettel, un peu plus d'expérience lui aurait pas fait de mal, mais après tout, pourquoi pas? Ricciardo est un pilote maison, Red Bull, il peut s'y faire. Deuxième prétendant, qui m'a l'air un des plus sérieux, c'est Kimi Raikkonen. On en parlait beaucoup, alors au début, j'avais les cheveux qui étaient hérissés, je me suis dit, Raikkonen, mais c'est pas possible. Comment Vettel et Raikkonen vont-ils faire pour cohabiter? Quand on a vu ce qui s'est passé entre Vettel et Webber, par exemple. Je vois mal Vettel cohabiter avec Raikkonen.
à la, la régulière peut-être, mais dans des circonstances, Raikkonen, on lui fera pas le coup de Weber en Malaisie, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est le point négatif de Raikkonen. Par contre, le point positif, et ça tout le monde peut le dire, hein, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que Raikkonen est un excellent pilote. Et que Red Bull, avec Vettel et Raikkonen, à mon avis, vont faire des saisons, mais époustouflantes. Je pense qu'on ne les rattrapera pas. Il n'y aura personne pour concurrencer Red Bull. Ce serait une équipe invincible. Et troisième pilote, donc, qui est le moins probable pour moi, mais toujours dans cette perspective d'avoir une équipe invincible, c'est Fernando Alonso. Alors Alonso, j'y crois vraiment très moyennement. Hein. J'ai mis 40% de probabilité pour Ricciardo, 50% pour Raikkonen et 10% pour Alonso. Pourquoi 10% pour Alonso? Bien tout simplement parce que Vettel a proclamé qu'il ne voulait pas être coéquipier d'Alonso chez Red Bull. Alors attention, Alonso peut aller chez Red Bull, mais Red Bull a de fortes chances de perdre Vettel. Et comme Alonso a cédé sa place chez Ferrari et que Massa n'est pas en odeur de sainteté chez Ferrari, donc il y aurait 2 baquets manquants, ça fait que la Scuderia serait obligée de repartir avec un nouveau line-up de pilotes, alors qu'Alonso a quand même contribué énormément aux belles saisons de Ferrari, enfin aux saisons de Ferrari en tout cas, elles n'étaient pas forcément belles toutes, mais aux saisons de Ferrari. Et le fait d'échanger peut-être Alonso et Vettel pourrait rééquilibrer la chose. Par exemple, Alonso pourrait devenir numéro 1 chez Red Bull, et Vettel, on sait qu'il a des petites envies dans sa tête d'aller chez Ferrari, il pourrait tester Ferrari. Pourquoi pas, mais c'est très improbable. Donc les plus d'un Alonso chez Red Bull, bah, c'est comme Raikkonen, c'est un pilote qui est excellent, c'est un des top pilotes, justement avec Vettel, Hamilton et Raikkonen. Pour moi, c'est 4 pilotes qui se valent, c'est des pilotes qui méritent d'être champions du monde, de très loin. Et par contre, le point négatif, c'est déjà la cohabitation avec Vettel. On a dit que Vettel n'en voulait pas, donc ça m'étonnerait que Red Bull accepte de perdre Vettel pour Alonso. Et surtout qu'Alonso, Alonso pour moi, c'est Ferrari, quoi. Je veux dire, Alonso avait déclaré qu'il voulait terminer sa carrière chez Ferrari. Et même si il a envie d'aller voir ailleurs, je pense que le cœur pourrait revenir chez Ferrari. Et puis je rappelle simplement que Alonso est un pilote, quoi qu'on en dise, qui aime ses équipes, puisque rappelez-vous, donc il a obtenu ses 2 seul titre avec Renault. Il est parti ensuite chez McLaren, donc ça n'a pas marché. Renault l'a repris et Alonso a accepté. Alors est-ce que c'est Alonso qui a demandé à revenir chez Renault et Renault a accepté tout de suite, ou est-ce que c'est Renault qui a proposé Alonso et Alonso qui a dit oui? Parce qu'Alonso, vu le talent qu'il a, il aurait pu être dans d'autres écuries. Finalement, il a préféré Renault. Moi, je pense que c'est Renault qui a demandé à Alonso, Alonso qui avait dit oui. Donc, au pire des cas, si vraiment Alonso allait chez Red Bull et que ça fasse comme McLaren, je pense pas que ce soit la solution pour tout le monde, que ce soit pour Red Bull ou pour Ferrari. Alors ensuite, du coup, pour remplacer Ricciardo, s'il va chez Red Bull, moi je vois bien un pilote formation Red Bull, comme Sébastien Buemi par exemple, associé à Vergne, qui resterait de manière sûre, puisque Vergne fait une très solide saison chez Toro Rosso aussi. Si on dit que Vergne est moins bon que Ricciardo, voilà, et peut-être un peu moins constant de Ricciardo, il a abandonné souvent, mais c'est quand même lui qui a le plus de points que Ricciardo encore une fois. Et Raikkonen et Alonso resteraient respectivement chez Lotus et chez Ferrari une saison de plus, ça c'est sûr. Pour remplacer Raikkonen, alors moi je pense que Lotus va faire appel à un pilote moyen mais talentueux. Je pense notamment à Hülkenberg, Sutil, Kobayashi, Kovalainen. Pourquoi pas Felipe Massa aussi, puisque Massa je pense pas qu'il reste chez Ferrari la saison prochaine, ça c'est sûr. Et du coup, pour remplacer Alonso, si Alonso part, eh bien, moi, je vois bien... alors, Massa, déjà, aurait une chance de rester. Je dis bien aurait une chance de rester, je mets ça au conditionnel. Mais il se ferait seconder par des pilotes comme Di Resta ou Pérez. Pourquoi Di Resta ou Pérez? Parce que ces 2 pilotes, Pérez est un pilote, entre guillemets, école Ferrari, et Di Resta a affirmé haut et fort que son rêve, c'était de piloter un jour pour Ferrari. Et vu la saison que Di Resta est en train de faire, si Alonso part, il a des grandes chances d'être dans le baquet rouge la saison prochaine. Et si Alonso reste chez Ferrari, Massa partirait. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir également toujours un Alonso Di Resta ou un Alonso Pérez, par exemple. Mais moi, je pense plutôt un Alonso Di Resta. Voilà. Donc, ce sont un petit peu les enjeux de cette retraite de Weber, qui craint directement, le jeu des chaises musicales qui a commencé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, peut-être pas en entier effectivement parce que c'est une vidéo qui était très très longue, j'ai essayé de faire le plus vite possible, mais là ça fait quasiment 40 minutes. Et du coup, écoutez, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine échéance de Formule 1 pour le Grand Prix de Belgique dès le 25 août.
Allez, ciao!